écoles privées, et là, il y a notamment des écoles privées confessionnelles. Nous persistons, croyant absolument essentiel que là-dessus, en tout cas, on puisse bâtir un consensus social qu'il faut mettre fin au financement des écoles privées au Québec dans son ensemble. Ceci ne veut pas dire la fin de ces écoles-là et qu'on met la clé sur ces écoles-là. Il y a comme dans tout processus de socialisation, donc ça a été dans le cas des hôpitaux du Québec à la fin des années 60. Il y a un processus d'intégration dans le réseau public sur une base volontaire, avec un accompagnement, mais il faut mettre fin à ce financement, ce qui réglerait le cas par le fait même aussi des écoles confessionnelles. Je vous rappelle, et je pense qu'on est nombreux, Carole doit très bien connaître ça, une bonne partie du prosélytisme fondamentaliste de toutes les religions, et ça inclut, c'est pas juste uniquement les enturbanés fanatiques islamistes, mais il y a aussi chez les gens de confession juive, mais également chez les chrétiens, une bonne partie de cette capacité d'endoctriner passe par cette possibilité qu'ils ont, à travers des écoles privées, d'aller chercher des fonds de l'État et, disons, d'installer le territoire mental et éducatif propice à ce prosélytisme. Et je pense qu'on ne peut pas approcher ce problème sans avoir une approche cohérente et générale, universelle en quelque sorte. On met fin au financement privé de ces écoles-là. Est-ce que ça va régler tout leur cas? Non. Il y en a certains qui vont aller chercher d'autres sources de financement. Et c'est là que vient l'autre démarche, c'est qu'au Québec, il faut peut-être réfléchir à tout ce qui entoure le financement des écoles pour que ça ne soit pas grâce à des fonds étrangers, notamment aussi que l'Arabie Saoudite dispose d'un vaste réseau et de beaucoup d'argent pour, disons, financer toutes sortes d'institutions, y compris des écoles à travers le monde, qui font du prosélytisme, mais dans le modèle wahhabite, dans le modèle très ultra-conservateur du type qui a cours en Arabie Saoudite. On ne serait pas de débat. Excusez, mais c'est ça. Alors, pour nous, on est exactement dans la même dynamique. Oui, il faut mettre fin au financement des écoles privées, quelles qu'elles soient. Comment on va le faire et dans quelle séquence on va le faire, c'est plus là qui est la dynamique importante. Et je pense que même Québec solidaire aura la même problématique que nous avons. On est devant des corporations privées qui existent parce qu'on a vestige qu'on a gardé des années 60 qu'on n'a pas réglé. En 1997, Mme Marois a eu le courage d'aller devant le Parlement d'Ottawa pour aller chercher la déconfessionnalisation des écoles. Ça, elles sont devenues linguistiques. Ça a été un premier pas, mais il reste un autre pas à faire. Et ce pas devra être fait, mais ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas d'école privée. Ça, je le répète et bien redit. Il y aura des gens qui, par souci d'élitisme ou souci religieux, souhaiteront garder des écoles privées contrôlées par un petit groupe. Et ça, on n'y pourra rien. Mais à partir du moment où on va retirer les deniers publics des écoles privées, eh bien, on va venir en diminuer. Il y a 125 000 enfants dans les écoles privées présentement. Beaucoup de nos écoles privées servent d'écrémage, de ségrégation à l'ensemble de l'école publique. Et nous, au Parti québécois, nous croyons que l'école publique doit être l'école du Québec. Et nous souhaitons justement qu'on puisse mettre fin à ce régime, à ce double régime, et que nos enfants puissent être tous dans une mixité totale, dans les mêmes classes, dans l'école de leur quartier, et faire en sorte que, justement, ce ne soit plus de l'endoctrinement religieux qui soit la ligne de conduite de l'éducation au Québec. M. Caron a donné quelques exemples de cet endoctrinement, mais je vais vous entendre, Mme Poirier, là-dessus. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que c'est justement le financement des écoles privées, ça ne revient pas à finalement
faire en sorte que des écoles plus élitistes qui font un certain écrémage continuent d'exister, ou c'est réellement une question de religion, en fait? Ben, les deux. On a une élite. Je vais prendre le modèle ontarien pour nous comparer. Il y a 5% des élèves qui vont dans des écoles privées en Ontario parce qu'il y a une élite qui croit que les enfants vont être mieux éduqués dans une école privée avec des standards et des moyens qui ne sont pas ceux que le reste des élèves ont. Bon, on ne peut pas empêcher ça. Est-ce que ce modèle-là aussi s'applique à des écoles religieuses? Oui, effectivement. Et c'est là que se crée une forme de ségrégation des enfants. Et malheureusement, et là, je vais faire ma souverainiste de moi-même, nous sommes dans un régime fédéraliste, un régime où le multiculturalisme fait foi. Et moi, je vous dis, la souveraineté du Québec est aussi une solution à mettre fin à ce multiculturalisme canadien. Bravo. Comment faire, M. Gadir, pour qu'alors, comme on vient d'évoquer, que ça ne réglera pas le problème de retirer les deniers publics, le financement à ces écoles privées? Il y en a actuellement, c'est ça, il y a des écoles qui demeurent privées non subventionnées. Alors, comment faire pour continuer à assurer un certain contrôle sur ces écoles-là? Bon, évidemment, il y a une réponse bolchevique qu'on peut offrir à tout ça. On interdit tout ça. Ça vient de se terminer, c'est pas bon. Dans le modèle québécois, dans l'américain, on n'en est pas là. Et je ne pense pas que ça soit la solution souhaitable. Le fait de mettre fin au financement des écoles privées, déjà, règle quand même une grosse partie du problème. La tendance générale, c'est que si on a suffisamment, on consacre suffisamment d'abord de ressources pour rehausser la qualité de notre école publique adéquatement, leur donner l'oxygène et les ressources nécessaires, la motivation pour envoyer ces enfants à l'école privée qui existe chez une large partie de notre population va disparaître. Je veux dire, les gens ne sont pas idiots. Si une bonne école publique gratuite et accessible, ne vont pas mettre leurs enfants dans des écoles privées. Cependant, il y a une petite portion de la population, et je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'en ai saisi le caractère profond dans le débat qui a eu lieu une dizaine d'années autour de la privatisation du système de santé et des hôpitaux privés. C'est qu'il y a toujours une petite minorité de gens très très riches qui ont leur, disons, salon privé, qui ont leur restaurant select, qui ont leur, disons, cabine de première classe dans les avions, qui ont leur, disons, leur monde un peu à part. Et ces gens-là, même si vous offrez la meilleure éducation publique de haute qualité, n'aiment pas l'idée de se mélanger à l'ensemble de la population. Puis ceux-là, bon, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5% qui vont, comme en Ontario, comme Carole a donné l'exemple, vouloir envoyer leur enfant à l'école privée, mais soit que ces personnes, que ces classes-là en assument pleinement la responsabilité et le financement. Donc, je pense qu'il faut l'envisager sous cet angle. J'ajouterais un petit détail. On a travaillé durant les derniers mois sur la révision de la loi sur l'instruction publique et on a beaucoup travaillé sur le fait que dorénavant, et c'était justement en lien avec les écoles confessionnelles ou ce qu'on pourrait appeler les écoles obscures, dorénavant, le numéro d'assurance maladie des enfants va être en lien avec le ministère de l'Éducation. Alors, on va savoir, cet enfant-là, est-ce qu'il est inscrit dans une école publique ou privée enregistrée ou n'est-il pas de nulle part? Et on va être capable, parce qu'on l'a vu dans les dernières années, on a découvert des écoles qui n'avaient pas de brevet, qui n'avaient pas de permis, qui n'avaient pas de professeurs accrédités, des écoles obscures. Et finalement, ces enfants-là n'étaient pas dans le système. Maintenant, avec cette nouvelle règle qui vient d'être adoptée, eh bien, on va faire un lien entre le numéro d'assurance maladie d'un enfant et où il est dans le système d'éducation. Et comme ça va nous permettre de retrouver
des enfants qui ne sont pas inscrits à une école publique ou privée, du moins qui ne sont pas dans le cadre ou peut-être à l'école à la maison. Eh bien, on va savoir où il est cet enfant-là dorénavant et ça va nous permettre d'avoir de meilleures interventions. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on vient d'adopter dans les dernières semaines. J'ai envie de vous poser la question d'élargir un brin, mais ces écoles obscures, sous-entendues, moi je le dis, des écoles juives, il y a des écoles adventistes aussi, il y en a plusieurs de toutes religions qui sont non subventionnées, qui sont complètement en dehors du système, certaines même n'ont pas de permis d'opération. Comment faire? Parce que là, c'est pas une question de financement. Je pense que vos positions sont claires à l'effet qu'il faudrait cesser le financement des écoles privées, mais ultimement, les vocations religieuses des écoles, hormis la solution bolchevique, est-ce que donc on se fie au régime pédagogique et aux lois, il y a quand même la loi sur l'instruction publique, mais la loi des écoles privées également. Alors, est-ce qu'on serre un petit peu la vis davantage ou si au fond, il faut s'attendre à vivre dans notre société avec ces écoles sans pouvoir exercer un contrôle? Je vous répondrais que justement dans cette loi-là, justement parce qu'on introduisait l'école à la maison, et le but était de dire il faut encadrer l'école à la maison parce que ça peut devenir aussi une voie de passage pour ne pas s'inscrire ou être inscrit dans une pseudo-école et finalement dire mais non, je suis à l'école à la maison, alors d'être inscrit dans un régime et finalement être dans un autre. Et malheureusement, et ça je dois le souligner, le gouvernement en place a décidé de ne pas mettre des balises qui, à notre avis, ne sont pas très contraignantes pour l'école à la maison, dont, entre autres, le respect du régime pédagogique. Alors, moi, à partir du moment où je donne une balise que l'école à la maison n'a pas l'obligation de respecter le régime pédagogique général, ben, je commence à m'inquiéter. Et pour moi, il y a là une ouverture à des dérives. Probablement que la majorité des parents qui font l'école à la maison ont un programme extraordinaire, et ça, j'en suis persuadée. Mais il y aura d'autres qui utiliseront cette faille pour faire autre chose. Et ça, le gouvernement n'a pas voulu fermer la faille là-dessus. Oui, c'est vraiment des situations terribles dans lesquelles le gouvernement libéral, en tout cas depuis que moi je l'observe directement, parce que ces sujets-là étaient, disons, plus ou moins au devant de mon attention avant d'entrer à l'Assemblée nationale, mais là on se rend compte qu'il y a de la complaisance, il y a du laisser-faire, et c'est perçu par la population, à juste titre, comme une rupture justement avec la question de la neutralité de l'État, le fait d'être aussi souvent complaisant avec ces phénomènes religieux fanatisés ou orthodoxes ou sectaires. Maintenant, est-ce que la solution est simple? Non, ça relève par exemple la protection de la jeunesse en grande partie. Ça relève donc des questions qui peuvent friser le droit criminel. En tout cas, c'est des pratiques, à mon avis, de banditisme de certains dirigeants de secte, quand on a vu ce groupe dont j'oublie le nom, là, qui sont enfouis jusqu'en Guatemala. Ben, effectivement, et là, tu marques un point. Et là, on a vu le fait que la protection de la jeunesse n'était pas du tout équipée pour faire face à la prise en charge de ces enfants-là, comment les protéger. Et aucun intervenant n'était habilité ou en tout cas était prêt à intervenir auprès de cette communauté, ne connaissait pas les pratiques de la communauté. Alors il y a un travail de documentation qui doit être fait auprès des intervenants de la protection de la jeunesse pour comprendre les pratiques qui se font par ces groupes sectaires. Et ça fait justement partie du mandat, Amir, qu'on voulait avoir à l'Assemblée nationale, de regarder cela. Alors là, j'espère que je vais voir quelque chose, je vais voir une déclaration publique là, demain. Un flagelle utilisé par les moines. Et tu sais que c'est ma collègue Agnès Maltais là, qui portait ce dossier-là et qui en est totalement préoccupée parce que... Mais c'est pas parce qu'on a voté contre que ça n'a pas passé, tu le sais, Carole. Non, je sais, non. Mais tu sais très bien je comme sais pas moi... si on a même voté contre, on était... Oui, tu as vraiment voté contre. J'ai voté contre. Ouais. Oh mon Dieu. C'est pour ça que j'en passe. Si tu t'étais abstenu, je regardais une petite gêne. Mais il y a lieu d'avoir ce débat-là dans notre société parce que de un, on ne connaît pas tout ce que ça veut dire.
puis je prétends pas moi reconnaître ça du tout. Mais quand j'entends, on avait une table lors de la conférence de presse de personnes qui ont vécu des sévices physiques, des sévices sexuels, parce qu'ils ont été entraînés par leurs parents, qui étaient sous le joug justement de gourou, j'avais le goût de dire plus un fou, mais un gourou qui fait du lavage de cerveau. Là. On est là-dedans. Alors, pourquoi au Québec, on ne se donne pas les moyens d'aller au-delà de ça et ne serait-ce que de se documenter collectivement et qu'on mette sur la place publique, ça veut dire quoi une secte au Québec? Audacieux, oui, notre interprétation dans le prochain gouvernement. Si vous voulez bien, on passera au troisième thème, qui est le cours d'éthique et culture religieuse. C'est pas un cours dont on a vraiment parlé même avant sa création, le jour de sa création et encore aujourd'hui. Et puis, le cours ECR et les rouages en place pour soutenir la présence d'un contenu religieux dans le programme scolaire. Donc, je voulais entendre votre... parce que, bon, à l'heure actuelle, maintenant même au public, elle existe, cette religion-là, à travers ce cours d'éthique et culture religieuse, et je voulais savoir ce que vous en pensiez respectivement. Pour nous, il est très clair, le Parti québécois va abolir le cours éthique et culture religieuse. Ça, c'est clair. Par contre, on va le remplacer par un autre cours qui s'appelle Citoyenneté du Québec. Bravo! Je travaille sur ce cours depuis bientôt 4 ans. Je travaille avec un groupe qui est du chaire de recherche à l'Université de Montréal, qui élabore ce cours avec différentes personnes, dont M. Bélan, qui était, vous vous rappelez, dans les caisses populaires. Il y a des spécialistes et des gens qui viennent justement de la Fondation Vincent, qui ont travaillé auprès d'enfants qui ont été abusés. Et le but est de donner des outils à nos jeunes, des outils de réflexion. Et c'est un cours qui est basé sur la philosophie et de faire découvrir aux enfants comment on peut devenir un citoyen responsable, mais responsable à l'intérieur des valeurs québécoises. Ce cours actuellement, il est déployé en France, en Belgique et au Québec. On est en projet pilote. Moi, comme responsable, parce que dans nos vies parlementaires, on est aussi parlementaire de la francophonie. Et comme vice-présidente de l'Association des parlementaires de la francophonie du Québec, je fais la promotion de ce cours-là à l'international, à la Commission éducation culture au niveau de la francophonie et aussi à l'UNESCO. Alors, la chaire de l'UNESCO a décidé de nous supporter là-dedans. Alors, à l'Université de Montréal, on a une équipe de recherche qui est sur le terrain, qui actuellement applique ce cours et qui, justement, dans son application, c'est très intéressant parce que le même cours donné en France, donné en Belgique, donné au Québec, ne peut pas être le même cours parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Alors, ça vient personnaliser le cours selon le pays et on est en test dans les prochains mois en Tunisie et on va être en adaptation du cours parce que là encore, les valeurs sont différentes. Alors, la citoyenneté doit s'exprimer par nos jeunes, apprendre qu'est-ce que c'est le Québec, quel est le Québec qu'on veut de demain. Et c'est ça qu'on veut faire avec le cours de citoyenneté québécoise. Avant de donner la parole à M. Kadir, j'aimerais vous entendre, Mme Poirier, sur qu'est-ce qui ne va pas avec le cours d'éthique et culture religieuse. Je vous entends faire la promotion de celui sur la citoyenneté. C'est une bonne idée a priori. Alors pourquoi pas faire cohabiter les deux? Pourquoi donc d'emblée abolir ce cours? Qu'est-ce qui vous gêne avec ça? C'est pas l'école à enseigner des religions. C'est assez simple. Voilà là où vous allez avoir un peu d'action. Parce que là, peut-être on devrait appeler Gaétan Barrette, ou je ne sais pas quoi, tu peux faire Jean-Marc Fournier comme punching bag. Ah, j'allais bien. Bon, très bien. Mais, bon. Je viens d'une famille en rupture avec la religion. Mais moi-même, au milieu des années 70, pour des motifs tout à fait politiques, je me suis rapproché d'un courant religieux très radical, qui est un... Alors, est-ce qu'on nous enregistre? C'est pas grave, maintenant ça fait partie d'une histoire connue par tout le monde.
qui faisaient la guérilla urbaine contre le régime du Shah dans les années 70. Des moudjahidines du peuple qui faisaient une interprétation que le régime du Shah disait que c'est une interprétation marxiste, que dans le fond c'est des socialistes cachés sous le couvert de la religion, un peu comme une certaine dictature de Pinochet accusait les théologiens de la libération d'Amérique latine d'être des marxistes cachés sous le couvert de la religion. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important que vous sachiez quel parcours que j'ai pour avoir développé, disons, cette approche que j'ai du temps. Bon. Ensuite, lorsqu'on a eu la dictature théocratique des mollahs au pouvoir, c'est-à-dire l'orthodoxie traditionnaliste obscurantiste des mollahs, donc le régime clérical théocratique, on l'a combattu. On l'a combattu de manière très violente, hein, tout au cours des années 80, je ne rentrais pas là-dedans, pour petit à petit, en plus, moi, prendre mes distances par rapport à mon propre organisation d'attache qui était les Moudjahidines du peuple, qui est devenue, en vertu de ce qu'on voit ailleurs, autant chez les laïcs, les marxistes, les athées que les religieux, des dérives autoritaires, puis des dérives, disons, de culte de personnalité sectaire, un sectarisme vraiment abouti qui fait en sorte que l'histoire des Moudjahidines au cours des 30 années qui ont suivi est une véritable tragédie. Mais, à travers ça, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nier le fait religieux dans une société est tout à fait contre-productif. Pensez que après 5 siècles de ce qui est la révolution de nos pensées, à partir de Gutenberg, hein, on associe à l'invention de l'imprimerie le fait pour l'homme de prendre ses distances par rapport à une vision religieuse et dominée par disons, une communauté qui engloutit toute possibilité de réflexion indépendante de l'humain. Donc, pensez que l'affranchissement de l'humanité a maintenant 5 siècles par rapport aux faits religieux et à la domination des églises par rapport à nos sociétés. Et puis encore aujourd'hui, vous avez vu sans doute des statistiques comme moi, il y avait une étude récente dont j'oublie malheureusement la source, mais ça a fait quelques bruits. Encore aujourd'hui, à l'échelle internationale, 95% des gens, et pas uniquement dans les sociétés traditionnelles, 95% des gens ont des sentiments religieux. Donc, pour toute société, d'abord démocratique, ensuite conscient qu'on doit aborder tous les phénomènes de la société avec une certaine compréhension, puis tout d'un coup, à l'échelle de l'éducation, faire complètement abstraction de la religion, c'est une erreur. C'est une politique d'autruche qui ne mène absolument à rien. C'est une grave erreur de perception, c'est une grave erreur d'illusion de penser que parce qu'on est laïque, on ne doit pas s'intéresser aux phénomènes religieux. La laïcité, ce n'est pas l'anti-religiosité. Je pense, en tout cas, corrigez-moi, mais je ne pense pas que la base du mouvement laïque québécois, c'est de lutter contre les croyances des gens. Est-ce que c'est ça? Sans ça, il me semble qu'on s'est trompé de porte, puis ça s'appelle l'Association des sceptiques du Québec. Comment ça s'appelle? Les anti-religieux. Le mouvement laïque est autre chose, c'est pour approfondir la notion de la séparation de l'Église et de l'État et de s'assurer que les instruments collectifs en société ne sont pas entre les mains d'une confession, d'une croyance ou d'une non-croyance. Est-ce que je me trompe? Si c'est le cas, et si le phénomène religieux est un phénomène qui est encore présent dans 95% de la population, puis en plus, à cause de phénomènes géostratégiques que là, je n'aborderai pas, que vous connaissez mieux que moi, depuis au moins 25 ans, pour l'Empire américain, pour justifier sa mainmise sur, en fait, ses politiques guerrières partout dans le monde, l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, ont identifié le monde musulman et donc un phénomène religieux comme ennemi principal. Ce n'est plus le communisme, ce n'est plus le périgeon, c'est un phénomène religieux qu'on associe à des contrées, à des populations, et dans l'espace public et dans le psyché du monde, c'est un phénomène qui prend encore plus de dimension parce que là, c'est difficile d'expliquer tout ça et de faire la part des choses. Et là, on voudrait priver nos enfants d'outils appropriés et de connaissances dans ces domaines-là. Je crois que c'est une grave erreur. Cependant,
Maintenant, pour arriver à la réponse à votre question, nous, on est pour le maintien d'un cours d'un tel, appelons-le comme on veut. Vous avez peur du mot religieux, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas peur. Éthique et culture religieuse. Mais il faut que ce cours-là ait des objectifs humanistes, de connaissance, et non de croyance, de connaissance, outillés de manière appropriée pour comprendre, savoir c'est quoi le phénomène religieux, et de manière suffisamment équilibrée pour que les gens aient les connaissances nécessaires sur l'éthique, sur la philosophie, sur la citoyenneté dont Carole a parlé, pour faire vraiment de ce cours-là un cours qui dote les jeunes de toutes les connaissances nécessaires pour s'approprier, pour apprivoiser, pour connaître et pour pouvoir prendre ses distances critiques sur l'ensemble des phénomènes en société, y compris le phénomène religieux. On n'est pas dans un combat. D'ailleurs, je vous écoute et c'est ça ce qui semble. Est-ce que c'est pas au fond c'est pas le cours en soi qui pose problème? Est-ce que ce n'est pas le contenu? Oui, le contenu est tout croche parce qu'on sait, bon, parce que les libéraux est au pouvoir. Ben oui, mais c'est pas parce que c'est un cours éthique et culture religieuse. C'est le contenu qui est tout croche. Exactement. Et enseigner des modèles de religion. C'est pas la notion. C'est les modèles de religion qu'on enseigne qui ne sont pas en lien avec les réalités. Dire que tous les musulmans ont un voile, que tous les musulmans font le ramadan, que tout... Et là, on fait de la généralité avec des concepts religieux qui ne sont pas ça. Et c'est ce qu'on enseigne. Et à on a le même problème avec l'histoire. On a le même problème avec la discrétion de ce qui arrive avec la planète. On a le même problème avec l'économie, ce qu'on enseigne sur l'économie. C'est pas déficient, c'est pas tout croche. Est-ce qu'on en fait un cas, puis on dit qu'il faut abolir des cours d'économie? Non. C'est qu'il faut les parfaire. Je m'excuse, là on est dans le... Je m'excuse. Mais tu te rappelles à lire, là-dessus on va être d'accord, le ministre nous a promis depuis 2 ans une révision du cours. On l'attend encore. Oui, faisons ce combat. Alors, cassons pas du sucre sur la religion pour ensuite créer la notion qu'on est des anti-religieux. Ou on n'est pas des... Moi, je ne suis pas anti-religieux. Je ne suis pas religieux, mais je ne suis pas anti. Je suis pour une démocratie qui se respecte, qui approfondit sa capacité d'intégrer et plutôt que d'affronter, d'intégrer, de juguler, de mettre ça de mettre des éléments en place de compréhension pour que tout le monde puisse vivre ensemble sans affrontement, puisque pendant le temps qu'on s'affronte là-dessus, ben en tout cas, non, je ne rentrerai pas dans les priorisations, c'est important, je l'admets, mais il ne faut pas donner prise à ce que d'autres veulent devenir la priorité absolue pour qu'on oublie de parler des inégalités, pour qu'on oublie de parler du changement climatique, pour qu'on oublie de parler de la guerre qu'on lance sur la tête des peuples dominés. Est-ce qu'au fond, c'est pas une question de justement, parce que la religion, elle existe, donc il faut comprendre ces phénomènes-là. Est-ce que le cours n'est peut-être pas le bon véhicule? Je ne sais pas, est-ce qu'il ne faudrait pas aborder la religion à travers les cours d'histoire? Est-ce que c'est justement pas, au fond, de balayer la religion sous le tapis? On le sait que ça va ressortir d'une autre manière, s'exprimer autrement. Est-ce que c'est pas un mal nécessaire, au fond, de parler de religion? Amir vient de donner un bon exemple. Ce qu'il vient de nous raconter de son histoire, c'est de l'histoire contemporaine. Et c'est là que ça doit se situer, ce débat-là, et non pas à nous faire la démonstration de chacune des religions dans sa critique en tant que telle, et qui est donnée, et j'ai énormément de respect pour les enseignants, mais ils n'ont pas nécessairement toute la préparation nécessaire et tout le bagage personnel pour offrir ce cours-là. Mais l'introduire dans un cours d'histoire contemporaine où on explique les phénomènes qui se passent dans chacun des pays, avec justement ces guerres religieuses à l'intérieur de ça, nous permet de mieux comprendre le jeu des religions à l'intérieur. Et le Québec en est une démonstration. La Révolution tranquille du Québec, c'est la révolution de la religion catholique au Québec. Alors, ça fait partie de notre histoire. On n'est pas obligé d'aller expliquer les modalités de chaque religion, comme on le fait actuellement, en faisant remplir des petits questionnaires aux enfants, qui est complètement ridicule. Alors, c'est l'aspect d'enseigner la foi et les croyances de chacune de ces religions, peut-être qui pose problème. Je voulais vous entendre là-dessus, M. Kadir, est-ce que ce serait permis, dans un cours d'éthique et culture religieuse, d'aborder cette question-là? Moi, je voudrais que mon enfant sache en quoi consiste l'hindouisme.
sache en quoi consiste le judaïsme. Une grande religion qui ont une certaine importance démographique, géopolitique, historique. D'accord? Je n'ai aucun problème avec ça. Maintenant, comme toute science ou matière, domaine enseigné, il y a des insuffisances. Est-ce que vous avez lu récemment ce qu'on enseigne comme histoire à nos enfants? Vous n'y trouvez pas à redire? Moi, j'y trouve à redire. La géographie ou l'économie, la géographie politique dans le sens, comment on présente la vision du monde, les forces qui sont en présence, le rôle de... Mettons le rôle des différents peuples dans l'histoire du monde, juste ça, là. La géopolitique. Alors, la géopolitique. Mais pourquoi on ne fait pas le procès de ces cours-là? On pourrait faire aussi le procès de... Parce que là, il y a une dimension là-dedans, qui est une dimension, disons, très controversée, chaudement alimentée par toutes sortes de campagnes démagogiques, par toutes sortes de gens dont on en connaît un juste chez nos voisins du Sud, qui fait qu'on a mis des lunettes sur les ponts. Je suis d'accord, il y a sûrement des erreurs, sûrement des exagérations. À mon avis, c'est très mal balancé. Il n'y a pas assez d'éléments de citoyenneté, il n'y a pas assez de perspectives historiques, il n'y a pas assez de distance critique qu'on peut donner avec des notions d'éthique et de philosophie. Oui, il y a tout ça, mais il s'agit de le parfaire. Il s'agit de le parfaire et arrêter cette crispation et cette défensive. Là comme ailleurs, ça doit être amélioré, je suis d'accord. Et là où on s'entend, oui, il faut que la base, éducation à la citoyenneté, des outils pour comprendre les notions éthiques fondamentales, une perspective philosophique sur le regard sur les religions, et aussi, avec les religions, parler des non-croyants, de l'athéisme, de sa riche contribution à l'histoire de l'humanité, de comment la distance prise avec Dieu, dans ces cours-là, il faut enseigner ça, a permis à l'humanité de s'émanciper, d'avancer sur le plan social, technique, scientifique. Il y a de la place pour tout ça.